Merci d'être parmi Bonjour à nous, c'est tous. toujours un bonheur. Et en plus, tu es très content de retrouver Virginie, et ça tombe bien, Je c'est l'aime. réciproque. Tu l'aimes. Alors, Hervé est né sous des cieux œnologiques sympathiques, 1949. C'est une grande année pour le vin, pour les hommes aussi. Oui, je pouvais m'en passer, très bien. Un grand vin. Hervé donc, est un garçon formidable, il a fait un peu d'études, Dauphine, l'économie. Et il fait partie des rares personnalités politiques, comme Virginie d'ailleurs, à connaître le vrai monde de l'entreprise. Voilà. Donc toi, tu as repris la boîte familiale, raconte tout. C'était Oui, j'ai repris les deux petites entreprises familiales qui étaient dans le paramédical. Donc, mon père était orthoprothésiste. À l'époque, il y avait beaucoup d'amputés, de personnes. Et donc, il appareillait, on disait à l'époque, il appareillait les personnes amputées ou handicapées. Et il avait créé une petite usine. Donc, à Paris, c'était un des salons d'essayage. Mais en province, à Richelieu, eh bien, il avait créé une petite usine de métallurgie qui faisait des pièces. Alors, ce n'étaient pas des pièces très amusantes, puisqu'on fabriquait mais des, utile. des Ouais. genoux, des Ouais. pieds, mais en série. Je vois que tu n'en as pas besoin. Mais Pour l'instant, mais c'est pour jamais. Hein. et donc, effectivement, j'ai repris ces deux entreprises. C'était le seul capital familial. Et je les ai développées. Et j'ai conservé l'une d'entre elles pendant un quart de siècle. Un quart de siècle. Ouais, Alors, voilà. certains disent que la plus belle ville du monde, c'est Richelieu. Qu'est-ce que tu en penses, Hervé? Je ne dément pas. Et c'est où Richelieu pour les Richelieu, incultes? c'était au fin fond du sud de la Touraine. C'est une merveilleuse ville. Je vous engage tous à la visiter. Elle a été créée par le cardinal de Richelieu, qui avait son petit château. À l'époque, il était petit, mais après, il est devenu Premier ministre Le château a de grandi. Louis XIII. Et le château est devenu un énorme château. Alors, on dit que Louis XIV, qui était venu petit là-bas, jeune, s'en est inspiré pour faire le château de Versailles. Donc, c'est dire si ce château était merveilleux, mais Richelieu, le cardinal, il a voulu construire une ville à côté de son château, et c'est comme ça qu'est née cette ville de Richelieu. Qui est très belle, hein, au c'est vraiment très belle. XVIIe siècle. Donc elle est entièrement XVIIe. Elle a été très peu touchée parce qu'on est très loin. On est au fin fond du sud de la Touraine, à quelques kilomètres du Poitou. Et cette ville a été heureusement préservée. Tout le centre est classé monument historique. Et c'est un exemple quasi unique de ville du XVIIe siècle dans son jus. Donc, j'ai En adoré. quelle année est né Richelieu? Juste pour voir si c'est plus facile à trouver que, quand même, que le vin surprise. 1500 combien? 85 85, bravo. Et il a vécu combien de temps, ce garçon? Il a vécu combien de temps? Il est mort en 1632. Ouais, 57 ans. Bon, alors on revient donc sur ton parcours. 1986, tu es chef de cabinet d'un certain Alain Madelin. Alors avec le recul, Hervé, comment tu juges l'œuvre de Madelin côté politique? Mais j'ai adoré parce qu'on est arrivé dans le ministère de l'Industrie, qui était le ministère le plus technocratique qui soit. C'était le fief du corps des mines. Et j'ai découvert, je venais du privé, donc j'ai découvert un autre univers. Cet univers exceptionnel où le patron du corps des mines attendait le ministre pour lui donner la liste de ses collaborateurs. J'ai eu peur. et donc, j'ai découvert le langage de la haute administration, de l'administration que j'ignorais totalement. J'ai mis quelques mois avant de maîtriser ce langage. Et ensuite, j'ai fait en sorte que le ministère devienne un ministère peu à peu des entreprises. C'était ça l'idée, faire évoluer un ministère de l'Industrie en ministère des entreprises, c'est-à-dire un ministère qui ne s'occupe pas d'embêter les entreprises ou de les contrôler de manière outrancière, mais qui les accompagne et donc qui soit le ministère qui milite pour des mesures en faveur des entreprises. C'était ça, et c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. Et puis après, on a perdu les élections présidentielles. Ça peut arriver, quoi, oui. Et voilà. Donc ces 2 ans m'ont permis évidemment de voir de près ce monde qui est quand même, aujourd'hui ça a bien évolué parce qu'il y a des passerelles plus fréquentes entre le privé et le public, mais à l'époque c'était en vase clos que les décisions étaient prises. 2007, donc tu deviens ministre, c'est le gouvernement Fillon 2. Là, tu avais plein de choses, tu avais plein de casquettes. Hein. Oui, puisque j'ai fait à peu près tous les postes à Bercy, sauf le ministère de l'économie, qui est Christine Lagarde, et le ministère du budget, Éric Woerth. Et donc j'étais en charge des PME,
du commerce, de l'artisanat. Avant, dans le Fillon 1, j'étais entreprise et commerce extérieur, et après j'ai fait PME, commerce, artisanat, services, tourisme et consommation. Bon. Et tu as également inventé ce statut formidable d'auto-entrepreneur. Donc, quelque part, mon cher Hervé, tu as légalisé le black. Ça ne se dit pas comme ça. Non, mais ça n'est pas totalement faux ce que tu dis. Comme souvent, tu t'approches de la vérité. Tu la côtoies. On tend vers. Et j'ai adoré cette réflexion que m'avait fait le secrétaire général de la présidence de la République, qui est aujourd'hui futur numéro 1 du Crédit Agricole, qui m'avait dit il faut mettre de la fluidité dans les rouages de l'économie. Et vous, avec votre statut, vous y avez contribué. Et c'est vrai que j'ai été vraiment très heureux et chanceux, parce que je n'avais pas vu l'énorme succès de ce statut simplifié de création. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, il y a plus d'auto-entrepreneurs que de commerçants, d'artisans, de professionnels libéraux ou d'agriculteurs. Il y a aujourd'hui en France à peu près 4,5 millions de ce qu'on appelle des indépendants. Et dans ces indépendants, il y a 2,5 millions d'auto-entrepreneurs, micro-entreprises aujourd'hui. Donc, moi, ça me rend bien sûr très heureux, mais ce qui m'inquiète, c'est que le monde change. Ce qu'on appelle les indépendants change. Il y a une explosion du travail indépendant en France, mais partout dans le monde, ce qu'on appelle des freelances en fait. Et aujourd'hui, les règles, les normes, les codes restent calés sur le monde du travail salarié et des grandes concentrations industrielles qui était le monde du XXe siècle. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est comment faire en sorte que les aspirations à l'autonomie, notamment portées par les jeunes générations, ces aspirations à l'autonomie qui les poussent à travailler d'une autre manière, et donc de ne plus accepter ce lien de subordination avec un contrat de travail, avec des horaires et tout ça, eh bien, comment faire en sorte de leur tailler ce statut avec les protections qui vont bien et leur permettre d'être en phase avec leurs aspirations. C'est tout le sujet, et qui n'est jamais abordé évidemment dans les campagnes électorales, mais c'est tout le sujet, je crois, du XXIe siècle, c'est faire en sorte que les gens soient heureux de travailler, mais de travailler comme ils l'entendent. Et donc ça implique bien sûr des changements notamment aussi au niveau de l'entreprise, mais tout ça est rendu possible par le numérique, par la capacité de travailler à distance dans d'autres conditions. Et moi, je souhaite vraiment qu'on prenne ce dossier à bras-le-corps, et pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que ce soit fait. Alors, tu as ouvert aussi la porte au VTC, Hervé. Tu t'es fait plein de copains à ce moment-là. Hein. J'ai eu la chance de créer dans la loi tourisme les véhicules de tourisme avec chauffeur. J'avais trouvé cette terminologie très bien parce que à l'époque, il y avait une sorte de malthusianisme des taxis. On ne trouvait pas de taxis à Paris. Et en plus des taxis sympas, il ne fallait même pas les chercher. Et pourquoi? Parce que les taxis ne voulaient pas être trop nombreux, parce que la plaque de taxi qui était obtenue à la préfecture était une plaque qui se valorisait, évidemment, puisque la loi de l'offre et la demande faisait que eh bien, cette plaque quasiment leur assurait une retraite confortable. Et donc j'ai trouvé que il fallait un peu ouvrir ce secteur, et j'ai créé ce statut qui permettait, sous certaines conditions bien sûr, de pouvoir transporter des touristes. Alors l'habileté suprême, c'était de présenter ces véhicules comme des véhicules utilisés par les touristes. Mais en fait, ils étaient utilisés par tout le monde. Et les chauffeurs de taxi, enfin, les organisations ont mis 2 ans avant de constater qu'effectivement, il y avait un léger problème. Et donc voilà, mais tout ça se régule, mais j'en ai tiré évidemment une philosophie de l'action et une philosophie de la capacité réformatrice de notre pays. On peut réformer ce pays, c'est sûr. Encore faut-il le faire au profit, que ça profite. Les VTC ont induit une amélioration de la qualité, y compris chez les taxis, comme on le voit aujourd'hui, on le constate aujourd'hui, et aussi une baisse du prix
jusqu'à une période récente. Donc, il faut que ça profite à une certaine catégorie. Et comme cela, on arrive à porter des transformations qui sont ailleurs usuelles, mais qui chez nous sont difficiles. Hervé, le tourisme, tu es très proche de ce secteur d'activité. Le gouvernement a bien géré la situation économique dans ce secteur d'activité pendant la pandémie ou pas? Oui, et il l'a fait avec un carnet de chèques abondant. Il fallait le faire, certainement. Encore que je me suis livré à une comparaison pour un grand groupe de la restauration, une comparaison entre la France et l'Allemagne. Comme d'habitude, nous, on a fait cette réforme, cet accompagnement. On l'a fait de manière un peu bureaucratique et technocratique. On a pris les classifications INSEE, c'est-à-dire la cotation S, la cotation S1 bis, c'est-à-dire un nombre de catégories étaient concernées. Et évidemment, il y avait des trous dans la raquette, donc beaucoup se sont trouvés exclus, alors que les Allemands ont été beaucoup plus pragmatiques. Ils ont donné des aides à toutes les entreprises, un certain pourcentage de la perte du chiffre d'affaires. Et tout ça s'est passé de manière beaucoup plus facile. Un de mes amis je peux donner son nom puisque c'est la Brioche Dorée, qui est très connue et qui a une chaîne qui s'appelle Pizza dell'Arte. Toute cette chaîne, il y avait environ 150 directeurs de Pizza dell'Arte, salariés du groupe. Ces 150 restaurants, d'après la classification, ne formaient qu'un seul restaurant, puisqu'ils appartenaient à la holding. Et donc, ils ont reçu 10 000 € au début à diviser par 150. Oui. Et donc, il était un peu énervé. Voilà, la marche sur la pizza, elle est bonne. Aussi, il était un peu nerveux. Et j'ai fait en sorte de faire ressortir cette aberration. Mais voilà, donc on peut dire que le gouvernement a été présent, qu'il aurait pu le faire de manière plus simple, plus pragmatique, et comme l'ont fait les Allemands. Alors, en 2008, Hervé, tu as créé le Conseil supérieur de l'œnotourisme que tu présides aujourd'hui. Oui, je n'ai pas fait exprès, je ne pensais pas le faire. Je ne me créais pas mon job. Sachant que c'est un job bénévole, je précise que c'est un job bénévole. Oui, donc, mais on est revenu me chercher pour me demander de présider ce Conseil supérieur de l'œnotourisme. Alors, c'est ma grande passion. Après Virginie, c'est ma grande passion. et donc, le Conseil supérieur de l'œnotourisme, c'est un organisme qui valide un label qui s'appelle Vignoble et Découverte. Ce label, il est attribué à un territoire dans lequel les hôteliers, les restaurateurs, les offices de tourisme, les viticulteurs, bien sûr, s'associent pour porter un développement territorial axé sur la découverte du vin, mais comme clé de compréhension du territoire dans lequel il est produit. Et ça, c'était une idée spectaculaire et forte portée par mon ami Paul Dubrul, qui avait fait un rapport sur ce sujet. C'est lui qui a inventé le concept de l'œnotourisme et je veux ici lui rendre hommage. Et c'est lui qui m'a fait revenir, à vrai dire. Et voilà. Et ce Conseil supérieur de l'œnotourisme permet de suivre de près ce qui se passe en France et de constater que aujourd'hui, la France a une grande chance. Nous avons un territoire couvert aux 2/3 par la vigne. C'est-à-dire que dans les 2/3 des territoires français, vous allez trouver de la vigne. Et ça veut donc dire que vous pouvez avoir une clé d'explication de la France aux 2/3 à partir de la vigne et des gens qui produisent, des territoires dans lesquels c'est produit. Donc l'œnotourisme est un fabuleux vecteur d'attractivité et d'explication de la France. Et c'est ça qui m'a passionné. Et aujourd'hui, l'œnotourisme se développe en France comme il se développe dans tous les territoires dans lesquels il y a de la vigne, aussi bien en Italie, en Espagne, en Europe bien sûr, mais aussi dans le Nouveau Monde, aux États-Unis, qui sont très, très forts, notamment en Californie, pour vanter les mérites de leur vignoble et faire découvrir le territoire dans lequel ce vignoble est installé. Donc l'œnotourisme, c'est une grande chance. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend plus nos vacances et on ne visite plus les territoires comme on le faisait après 1936 ou après la guerre. Les congés payés, c'était 1 mois,
tac, on s'installait, on louait une maison, on restait un mois, on bronzait. Certains disaient Bretagne, idiot. ouais. En Bretagne, moins. Et donc, tout cela a bougé avec une évolution de la manière dont les gens, mais pas uniquement les Français, toute l'Europe, tous les pays développés, utilisent leurs loisirs. Et donc, ils raccourcissent, ils fractionnent leurs loisirs. C'est plus le mois intégral. Donc, on fractionne ses loisirs, on raccourcit, mais on prend plusieurs temps dans l'année. Et tout cela oblige à inventer un thème de loisirs, parce que quand vous passez 5 jours sur un championnat de golf ou autre chose, vous allez donc rayonner sur l'ensemble du territoire dans lequel ce tourisme événementiel peut se développer. Et donc, le tourisme thématisé, eh bien, est l'avenir du tourisme. Et ce tourisme thématisé, en France, la grande opportunité, c'est le no-tourisme. Alors, en France, vous avez aujourd'hui, enfin, juste avant le Covid, vous aviez 10 millions de personnes qui venaient pour le vin, qui venaient visiter la France ou visiter la France tout en étant français. Il y a à peu près un peu moins de 45% d'étrangers et 55% de Français sur ces 10 millions. Et vous voyez la possibilité exceptionnelle d'expansion, parce qu'on est sur un trend de 100 millions de touristes étrangers. Quand vous en avez 5 qui viennent pour le vin, ça veut dire que vous pouvez vraiment développer cette branche économique. Il y a des projets dans toute la France. Absolument. Moi qui me balade beaucoup à l'invitation d'un certain nombre de propriétaires, j'étais dans le Cognac il y a une quinzaine de jours, et il y a des projets exceptionnels, exceptionnellement ambitieux, qui racontent des histoires fabuleuses. Et il y a évidemment le Luberon, on en parlait, Gini, il y a des aussi, Bordelais, alors les Champagnes, Absolument. il y a beaucoup de projets. Donc on voit qu'il y a une sorte de bouillonnement. Et comme toujours en France, il y a à la fois la volonté de porter un discours qui est favorable, parce que c'est un discours favorable aux territoires ruraux dont on sait qu'ils sont délaissés et qu'ils souffrent énormément. Je ne veux pas faire de la politique, ce sera Virginie, mais on voit bien que cette désertification, elle est porteuse de traumatismes lourds. Et le no-tourisme peut être un des éléments clés d'une réanimation économique des territoires. Donc ce discours, il est facilement porté. Et d'un autre côté, vous avez un discours qui s'oppose à ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, qui est un discours aussi très, très écolo, très préservateur de l'environnement. Et donc, quand vous voulez restaurer, quand vous voulez réhabiliter, quand vous voulez agrandir, tout ça, vous vous heurtez. Il y a des règles. Donc voilà. Donc on a une sorte de schizophrénie française qui consiste à porter un très beau discours sur le développement des territoires ruraux, tout en enfermant les habitants dans un carcan de réglementation et de normes. Donc j'ai, à la demande du Premier ministre, qui ne l'est plus, Monsieur Castex, je lui avais fait une note là-dessus, et il y a quelques éléments clés qu'on pourrait porter et qui résoudraient le problème et permettraient à tous ces investissements, créateurs d'emplois, créateurs d'attractivité, de pouvoir jouer leur rôle et redonner un espoir à nos territoires. Parce que le no-tourisme, c'est merveilleux, puisque vous avez les hôteliers, les restaurateurs, les cultivateurs, tous ceux qui sont aujourd'hui les habitants de nos territoires. Donc vraiment, c'est une bataille qui me plaît, et c'est une manière, je crois, intéressante de présenter les choses et de défendre notre identité. Parce qu'il y a une manière agressive de défendre notre identité. Et puis il y a une manière positive qui consiste à faire venir les gens pour leur dire voilà ce qu'on fait et admirez-nous. Ça, et on vous aime aussi, il faut dire qu'on vous aime. Alors, qui sera d'ailleurs notre prochain Premier ministre, selon toi? C'est Madame Borne, pour l'instant. D'accord.
C'est tout. Pas d'autre avis? Non, et j'ai écouté C'était ce que connu disait plus Gordes, non, non mais j'ai écouté ce que disait le président. Et il a dit qu'il avait refusé la démission de Madame Borne et qu'il voulait des propositions constructives. Donc on va voir jusqu'où ces On va voir propositions quoi. vont durer. Alors, revenons à l'œnotourisme. Donc, comme tu le sais, le 12, 13 et 14 mars 2023 va se dérouler un événement référent, le salon, le mondial de l'œnotourisme, enfin. Donc l'événement référent au niveau mondial, en tout cas c'est l'ambition, Oui. qui va se dérouler donc en terre champenoise, à Reims, Absolument. avec tous les pays du monde représentés dans le domaine du vin, mais également des spiritueux. Donc ça, est-ce que c'est enfin le grand événement qui devait arriver? Écoute, on a fait des assises nationales de l'œnotourisme en 2018, on a fait des assises régionales, donc il y avait un bouillonnement dont je parlais. Aujourd'hui, après le Covid, il faut que la France prenne le leadership de l'œnotourisme. Et prendre le leadership, c'est organiser un mondial de l'œnotourisme, faire en sorte que des gens du monde entier, des producteurs, mais aussi des touristes, viennent en France, ce qui nous donnerait vraiment un leadership international, viennent en France pour ce grand mondial de l'œnotourisme, dont j'espère qu'il sera un grand succès. C'est la première fois qu'il y a une telle initiative qui est prise. C'est une première mondiale. Ça aura lieu donc au mois de mars prochain à Reims. Et je vous invite et vous incite vraiment à garder précieusement cette date. Parce qu'il y aura non seulement des viticulteurs du monde entier, mais il y aura des tours opérateurs, il y aura vraiment le monde... Tout l'écosystème du tourisme. Le monde du tourisme et le monde du vin, et ça me semble très important. Et il y aura aussi des réflexions sur ce dont je parlais tout à l'heure, qui réflexion, mondialisation, identité territoriale, donc des philosophes ou je dirais des tables rondes sur ces sujets, un peu à l'image de ce qui se passe dans d'autres mondiaux ou dans d'autres réunions importantes. Donc voilà, donc ça me semble fondamental. Si nous réussissons, et c'est pour ça que je soutiens fermement cette initiative, si nous réussissons ce mondial, la France vraiment prendra le leadership et ce sera beaucoup plus facile ensuite de permettre la réalisation de projets ambitieux sur des territoires dès lors qu'on se sera affiché comme les leaders de l'œnotourisme dans le monde. Alors, avant les questions spontanées, c'est Virginie pour la première question, Philippe Forbach pour la deuxième. Il paraît qu'il y a un sujet passionnant, c'est un peintre, Monsieur Courbet, qui expose là, on en a parlé tout à l'heure, à Trouville-sur-Mer, au musée Montebello. Et ça, c'est une initiative que je soutiens en qualité de président, c'est ça? Et ça, c'est autre chose. C'est vrai que je suis président de l'Institut Gustave Courbet, pas du tout par mes mérites propres, mais d'une alliance familiale qui m'a porté à cette présidence. Et donc, il y aura une exposition que je vous invite vraiment à aller voir à Trouville, à compter du 2 juillet jusqu'au mois de décembre de cette année, où on verra exposer une trentaine de toiles de Courbet, de la source, puisqu'il est né dans le Doubs, on en parlait avec notre ami tout à l'heure. Il est né dans le Doubs et donc il a peint beaucoup de sources. Et après, il a peint la mer, les paysages, puisqu'il a séjourné à Trouville. Donc de la source à l'eau, c'est le thème de cette belle exposition. Et il y aura un petit peu de vin quand même aussi, non? Bien sûr, ouais, et ça m'amuse beaucoup de m'occuper de monter des expositions. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. C'est toujours passionnant. Voilà. Virginie. Je ne savais pas que je devais poser une première question, donc j'improvise. Mon cher Hervé, est-ce que ta plus grande fierté, c'est ce fameux statut d'auto-entrepreneur, ou en as-tu une autre? Et quel est ton plus grand regret de ne pas, enfin, dans tous tes mandats politiques, ce que tu aurais aimé faire et qu'on t'a empêché de faire? On est parti pour 3 heures. La plus grande fierté, c'est de t'avoir comme ami. Oh. Et évidemment aussi mon best-of de l'auto-entrepreneur. Pour reprendre une terminologie chez les chanteurs, c'est vrai que c'est un best-of, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses et parfois je me dis, tiens, on ne s'intéresse pas assez à ce que j'ai fait là-dessus. J'ai eu beaucoup de chance à Bercy, j'y ai passé 3 ans et demi, j'en suis ressorti avec 19 de tension. Et ça, c'est une autre affaire, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais au-dessus de moi la ministre de l'économie et des finances, Christine Lagarde,
qui m'avait dit une bonne fois pour toutes qu'elle me soutenait dans toutes les démarches microéconomiques, elle se spécialisant dans la macroéconomie, c'est-à-dire les grands équilibres et tout ça, mais elle m'avait dit « tu me tiens au courant de ce que tu fais et je te soutiens ». Et c'est ce qu'elle a fait, et je lui en suis très reconnaissant, et c'est grâce à elle que, sous son aile, c'est-à-dire de manière un peu discrète, j'ai pu mener des réformes que je n'aurais jamais pu mener auparavant. T'as pas un regret? Les VTC. T'as pas un regret? Le regret, c'est d'être parti trop tôt, Oui. parce que j'aurais pu que disent faire tous les plein ministres. d'autres choses. Et mon regret, c'est aujourd'hui d'assister de manière un peu impuissante à des actions ou des inactions qui devraient nous être évitées. Voilà, c'est ça mon grand regret. En tant que Rémois, donc, vous imaginez que la manifestation à Reims suscite Là, chez s'il moi va beaucoup pas, d'intérêt. oui. Notre maire, aussi Arnaud Robinet, est extrêmement motivé. Compte tenu du poids de la filière Renault Tourisme, est-ce que le président de la République va venir inaugurer la manifestation? J'espère bien. Bah, après, c'est quel président aussi? Non, mais c'est... La ville des rois de France. Hein. Ouais. Non, mais ça, je ne peux pas répondre en lieu et place du président. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a une très grosse mobilisation locale. J'étais il y a quelques mois là-bas avec tous les élus, une future ex-premier ministre, Catherine Vautrin, donc il y avait Arnaud, il y avait tous les maires de toutes les villes autour, et on a beaucoup travaillé sur ce sujet, et ils ont bien saisi toute la potentialité de l'onotourisme. C'est une chance énorme pour Reims, oui. C'est exceptionnel. Donc, voilà. Dernière question, Jean-Michel Charpentier, le patron d'Europa, qui est le plus ancien membre de ce club, encore vivant, et qui a adhéré quand le club, et j'ai lancé le club en 1991, et Jean-Michel était déjà adhérent. Voilà, donc merci pour ta fidélité, mon cher Jean-Michel, tu n'as pas changé. Merci. Monsieur Novelli, j'ai un souvenir. Monsieur le ministre, on dit. Monsieur le ministre. Moi, Hervé pour les potes. Voilà. Ouais, ouais. Moi, parce que je connais un peu le maire, je connais aussi le ministre, et je me rappelle de quelqu'un de très pragmatique. Vous êtes fier de votre diplôme de micromécanique? Mon père m'avait mis, il trouvait que en fac, je prenais un peu de temps. Et donc, il m'a mis dans un CAP, et j'ai beaucoup appris dans ce CAP de mécanique de précision, et j'en suis très heureux parce que j'ai rencontré vraiment des gens exceptionnels, le monde du travail tel que je ne le connaissais pas, et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que justement aujourd'hui, le spectacle des acteurs politiques est tellement mauvais que finalement les gens ne viennent plus au spectacle? Ça, c'est pour Virginie, la question tout à l'heure. Oui, ce sera pour Virginie. Non pas que je veuille me défiler, mais je dois reconnaître que je suis assez d'accord avec vous, mais je ne voudrais pas m'exonérer de mes propres responsabilités, parce que j'aurais pu faire et j'aurais dû faire beaucoup mieux, mais c'était au-dessus de mon potentiel. Donc voilà. Mais ce qui manque le plus, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire la capacité à prendre un dossier et à le résoudre. Il y a une grande différence entre l'entrepreneur, je le disais toujours, et l'homme politique. L'entrepreneur, s'il ne résout pas un problème dans son entreprise, l'entreprise, elle meurt à un moment parce que le problème n'a pas été résolu. L'homme politique vit et survit même dans la non-résolution des problèmes, parce qu'il peut toujours en parler. C'est autre chose, quoi, ouais. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une grande différence. Et cette grande différence, il faudrait un jour pouvoir l'amoindrir. Enfin, merci de votre question. Hervé, pour terminer, ton meilleur souvenir de dégustation, s'il y en a un qui t'a marqué, pas forcément avec des gens connus, pas connus, on s'en fiche, un vin, une émotion. Alors, c'est pas un vin. Un cognac, une émotion. Une femme, une émotion. Est-ce que tu veux? Non. J'étais il y a quelques jours, donc c'est effectivement un souvenir récent. J'ai été déguster donc des cognacs à Cognac avec mon ami Jean-Pierre Cointreau, le président de la Fédération française des spiritueux. La maison Gosset notamment, les Frappins. Et le cognac Frappin. Et nous avons fait un dîner au cognac. Et t'es revenu quand même. Hein, T'es pas un peu russe, toi? T'es pas un peu Non, pas du tout. Donc, le cognac, il faut que vous sachiez, pas faire un cours sur le cognac, il y a des connaisseurs, mais le cognac aujourd'hui est vendu à 98% à l'exportation, donc les Français en consomment très peu. Et ils ont réussi
par un coup exceptionnel de marketing, à réinstaller le cognac dans la mode. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on boit un cocktail au cognac, donc un ginger ale avec du cognac, des glaçons, et c'est merveilleux. Et on a commencé comme ça. C'est bon ça. Hein. C'est superbe. Alors, on est quand même très loin de l'image du cognac avec le feu de cheminée, la belle-mère, le labrador. Hein. Et tous les autres plats ont été accompagnés par un cognac différent. Et c'était un très grand souvenir pour moi. On applaudit Hervé Lavelli. Merci Hervé. On passe à table et on recevra tout à l'heure Virginie. Merci.